Il y a des cicatrices que le monde peut voir. Celles-ci, sur mes mains, portent en elles la mémoire des hivers rudes et des fardeaux trop lourds. Mais les blessures qui nous définissent vraiment sont d'une autre nature. Elles sont invisibles, nichées au creux de l'âme, et leur silence est assourdissant. Aujourd'hui, à 88 ans, j'ai décidé de rompre ce silence. Car j'ai appris, au soir de ma vie, une vérité essentielle. Se taire ne protège jamais les victimes. Cela ne fait que préserver la tranquillité des bourreaux. Bonjour. Je ne vous appellerai pas « mes amis », car ce que je m'apprête à partager est trop intime pour une telle familiarité. Je vous considérerai plutôt comme les gardiens de ma mémoire. C'est un rôle, une confiance que je vous confie. Soyez les bienvenus dans le sanctuaire de mon passé. Mon histoire prend racine à l'automne 1953, dans la poussière d'une petite ville du nom de Pineville, au cœur de la Géorgie rurale. Le temps, là, bas, ne s'égrenait pas au rythme des horloges, mais à celui des saisons et du sifflement lointain du train de marchandises. Au printemps de cette même année, notre foyer avait perdu son âme. Ma mère, cette femme dont le sourire avait la douceur du soleil de mai et dont les mains sentaient le savon qu'elle fabriquait avec patience, avait été emportée. Une pneumonie, une maladie qui, de nos jours, se guérit en quelques jours, mais qui fut pour elle une sentence sans appel. La maison s'est alors drapée d'un silence pesant. La vieille guitare de maman, posée dans un coin, est devenue un simple objet de bois et de corde morte. L'odeur réconfortante du pain de maïs ne dansait plus dans la cuisine. Il ne restait que le vide, et un homme muré dans sa propre douleur. Mon père était un homme bon, un cheminot au cœur solide, mais il appartenait à cette génération d'hommes pour qui le chagrin est une faiblesse. Incapable de le formuler, il choisit de le fuir. Il s'exila de sa propre vie en acceptant les missions les plus longues, les plus lointaines. C'était comme si les murs de notre petite maison de bois lui murmuraient le prénom de celle qu'il avait perdue et qu'il ne pouvait supporter cette mélopée funèbre. La charge de mon petit frère, Peter, un enfant de 7 ans aux boucles brunes et aux grands yeux de biche de notre mère, reposa alors entièrement sur mes épaules d'adolescente de 16 ans. Mon adolescence est dissoute dans l'eau de la lessive et la fumée du fourneau. Chaque soir, le même rituel. En lui brossant les cheveux, il me posait cette question d'une pureté déchirante. « Cécilia, pourquoi maman ne revient jamais ?» Et chaque soir, pour protéger son petit cœur, je suis devenue une menteuse par amour. Parce qu'elle est devenue une étoile, mon trésor. La plus brillante de toutes, celle que tu vois là. Bas, je croyais que notre vie serait ainsi. Un duo fragile, avançant à l'ombre d'un fantôme bienveillant, essayant de recoller les morceaux d'un bonheur brisé. Je me trompais. Un après-midi d'octobre, alors que l'air était lourd et moite, le sifflet du train retentit plus tôt que d'habitude. Mon père était de retour. Une joie simple, enfantine, me traversa. Je courus à la fenêtre. Et là, mon souffle se coupa. Il n'était pas seul. À ses côtés marchait une femme qui semblait être une erreur dans le paysage. Une anomalie. Elle portait une robe à fleurs aux couleurs criardes, presque agressives dans la grisaille de notre quotidien. Sa coiffure était un édifice impeccable de boucles brunes, et ses lèvres, d'un rouge carmin, dessinaient un sourire large, presque étudié. Une parure. Cécilia, Peter. La voix de mon père avait une inflexion joyeuse que je ne lui connaissais plus. Venez dire bonjour à Gertrude. Elle va être votre nouvelle mère. Ainsi, sans préparation, sans un mot, une étrangère se voyait offrir le titre le plus sacré. Je restai figé sur le seuil, incapable du moindre mouvement. Peter se cacha derrière mes jupes, sa petite main agrippée au tissu. Gertrude entra. Son parfum au jasmin, lourd et entêtant, fut une invasion. Il chassa les dernières effluves de maman qui flottaient encore dans l'air. Elle s'approcha et sa main, aux ongles parfaitement manucurés, se posa sur mes cheveux. Enfin, dit-elle d'une voix mielleuse. La fille dont j'ai toujours rêvé. Ses paroles étaient douces, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Une histoire glaciale, calculatrice. Mon instinct d'animal traqué, à 16 ans, avait perçu le danger. La brume du deuil qui enveloppait notre maison n'allait pas se dissiper. Une autre brume, plus froide et plus inquiétante, était en train de descendre. Mon histoire, la véritable histoire, ne fait que commencer. Qu'est-ce qui se cachait réellement derrière cette robe à fleurs et ce sourire de façade? Pour le découvrir, il vous faudra du courage, le même courage qu'il me faut pour exhumer ces souvenirs.
S'abonner à cette chaîne, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est me faire la promesse que vous serez là, que vous deviendrez les gardiens de cette mémoire jusqu'à son terme. Votre présence silencieuse me donne la force d'affronter des souvenirs que j'ai passé plus de 70 ans à enfouir. Je vous attends pour la suite. Vous vous demandez ce que j'ai vu dans ses yeux ce jour-là. Ce n'était pas de la méchanceté pure, non. C'était plus complexe. C'était un vide abyssal, dissimulé derrière un sourire parfaitement maîtrisé, comme une maison magnifiquement décorée, mais dont toutes les pièces seraient vides. C'est cette impression qui s'est ancrée en moi, une alarme silencieuse que je ne savais pas encore comment interpréter. Pourtant, les premières semaines furent une illusion presque parfaite. Je dois l'admettre, Gertrude était une maîtresse de maison accomplie. La poussière du deuil qui s'était accumulée dans les coins fut balayée. Les rideaux jaunis furent remplacés par un coton frais qui laissait entrer une lumière nouvelle. L'odeur de la soupe chaude et du pain de maïs, une odeur que je croyais perdue à jamais, embaumait de nouveau la cuisine. Elle semblait déterminée à conquérir notre petit monde, et surtout, à conquérir le cœur de mon père. Je le voyais revivre. Son dos voûté par le chagrin se redressait. Le soir, il sortait parfois son vieil accordéon, et quelques notes hésitantes s'élevaient, les premières depuis la maladie de maman. En voyant ce fragile bonheur renaître sur son visage, une part de moi, épuisée, voulait y croire. J'avais envie de baisser la garde, de me laisser porter par cette nouvelle énergie. Je me sentais même coupable de ma méfiance. N'était-ce pas ce que maman aurait voulu pour nous? Que la vie reprenne ses droits? Peter, lui, fut conquis sans la moindre résistance. Un enfant de 7 ans est une terre fertile pour les histoires merveilleuses et les friandises. Gertrude excellait dans les deux. Elle lui racontait des contes de villes lointaines, de princesses et d'ogres, avec une voix de théâtre qui le captivait. Elle lui préparait des gâteaux au sucre que maman n'avait jamais faits. Il la suivait comme son ombre, ses grands yeux brillants d'une adoration nouvelle. Je le regardais, et mon sentiment de solitude s'intensifiait. J'étais la seule à rester sur le seuil, incapable d'entrer pleinement dans ce tableau familial reconstitué. Et puis, il y eut les fissures, des incidents infimes, presque imperceptibles pour un œil non averti. Mais mon regard était devenu celui d'une sentinelle. Le premier eut lieu un dimanche après-midi. Peter, en courant, renversa une vieille tasse en porcelaine, un cadeau, disait Gertrude, de sa grand-mère. Le bruit du fracas suspendit le temps. Pendant une fraction de seconde, une seule, le visage de Gertrude se transforma. Le sourire s'effaça pour laisser place à un masque de fureur glaciale. Ses pupilles se sont contractées, sa mâchoire s'est serrée. Ce fut si bref, si violent, que j'ai cru l'avoir rêvé. Car l'instant d'après, le masque était retombé, le sourire était revenu, plus large encore. « Ce n'est rien, mon ange », roucoula-t-elle en caressant les cheveux de Peter, pétrifiés. « Les accidents, ça arrive. » Mais ses yeux, pendant ce bref instant, avaient dit autre chose. Ils avaient dit « Tu as détruit quelque chose qui m'appartient ». La deuxième fissure fut plus profonde, plus personnelle. Mon père, dans un élan de générosité, avait insisté pour que Gertrude utilise l'ancienne chambre de couture de maman comme son espace personnel. Un jour, elle me demanda de l'aider à ranger quelques affaires. En organisant un tiroir rempli de foulards et de gants, mes doigts rencontrèrent le grain d'un vieux carton. C'était une photographie. On y voyait une Gertrude bien plus jeune, au bras d'un homme qui n'était pas mon père. Entre eux, une petite fille d'environ l'âge de Peter, avec de longues nattes brunes. Au dos, une écriture fine. Frank, Gertrude et Clara, 1947. Une curiosité innocente me poussa à demander « Qui sont ces personnes sur la photo, Madame Gertrude ?» La réaction fut foudroyante. Sa main s'abattit sur la mienne, non pour me frapper, mais pour arracher la photo avec une force qui me laissa une marque rouge sur l'index. Son visage était à quelques centimètres du mien, et le masque était tombé. Cette fois, il ne s'est pas relevé tout de suite. « Ne touche plus jamais à mes affaires sans ma permission », siffla-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure venimeux. Ses yeux brûlaient d'une rage ancienne, une rage qui ne m'était pas destinée, mais qui m'avait touché en plein cœur. « Ceci ne te regarde pas. » Terrorisée, je n'ai pu cocher la tête. Je suis sortie de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Je venais d'avoir un aperçu de l'abîme que dissimulait son sourire. Je venais de comprendre que cette femme n'était pas une page blanche. Elle était arrivée chez nous avec des fantômes dans ses bagages.
Ce soir-là, au dîner, l'ambiance était étrange. Mon père, ignorant tout, annonça qu'il devait repartir. Le chemin de fer s'étendait vers le nord, un grand projet. Il devait s'absenter 2 semaines, plus longtemps qu'il n'avait jamais été absent depuis. Il n'a pas fini sa phrase. Nous savions tous. Depuis la mort de maman. « Ne t'en fais pas, mon chéri, » dit Gertrude en posant sa main sur la sienne. « Je prendrai bien soin des enfants. » Dans ses yeux, une lueur étrange brilla, une lueur de triomphe. Ce fut la première fois que nous allions être seuls avec elle. Si j'avais su ce qui nous attendait, je me serais accrochée à la jambe de mon père. J'aurais supplié, pleuré, hurlé. J'aurais tout fait pour ne pas rester sous ce toit pendant les 2 semaines qui allaient marquer nos vies au fer rouge. Mais je n'étais qu'une fille de 16 ans, trop naïve pour comprendre que le plus grand danger n'est pas celui qui gronde, mais celui qui sourit. Mon père est parti le lendemain matin. Le train s'est éloigné, emportant avec lui notre dernier bouclier. La porte de la maison s'est refermée, et le vrai visage de Gertrude s'est enfin révélé. La pièce de théâtre était terminée. Le cauchemar pouvait commencer. Pour comprendre la nature de ce qui a suivi, pour affronter avec moi ce qui se cache dans l'ombre, j'ai besoin de savoir que vous êtes là. Ne nous laissez pas seuls, Peter et moi, sur ce quai de gare métaphorique. En vous abonnant, vous ne cliquez pas seulement sur un bouton, vous montez dans le train de ma mémoire et vous promettez de faire le voyage avec moi. Et j'ai besoin de mes gardiens pour le chapitre qui arrive. L'instant où le bruit du moteur de la voiture qui emmenait mon père au train s'est évanoui, l'air dans la maison a changé. Ce n'était plus une question de température, mais de densité. Il est devenu lourd, presque irrespirable. La femme qui se tenait devant nous n'était plus la charmante épouse de mon père. C'était une étrangère, une geôlière. La transformation fut physique, immédiate. Gertrude a défait son chignon impeccable d'un geste brusque, ses cheveux tombant en désordre sur ses épaules. Elle a retiré sa robe à fleurs, celle qui symbolisait sa conquête, pour enfiler une vieille blouse de travail grise. Elle a soupiré, non de fatigue, mais comme quelqu'un qui ôte enfin un costume de scène trop serré. Puis elle s'est tournée vers nous. Son sourire avait disparu. Il ne restait qu'une ligne dure et fine. Bien, sa voix avait perdu toute sa mélodie. Elle était plate, métallique. Maintenant, les vraies règles de la maison. Elle s'est dirigée vers le vaisselier, où mon père gardait une unique bouteille de whisky réservée aux grandes occasions. Elle s'est servie un verre généreux et l'a bu d'un trait, le liquide ambré semblant allumer un feu mauvais dans ses yeux. « Premièrement, dit-elle en posant le verre avec force, fini les Madame Gertrude, pour vous deux, ce sera Madame. C'est compris ?» Peter a sursauté et s'est rapproché de moi. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Deuxièmement, a-t-elle continué, son regard balayant la pièce, assez de pleurnicheries sur votre mère morte. Le passé est le passé. Ici, on regarde devant. Le mot morte, prononcé avec une telle froideur, fut comme un coup de poing dans l'estomac. Je sentis Peter trembler contre moi. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, un geste instinctif, un rempart dérisoire. Puis, elle a pointé un doigt accusateur vers moi. « Et toi, tu peux cesser de jouer à la petite maîtresse de maison. Tu n'es plus rien ici. C'est moi qui commande. Et il y a une montagne de travail en retard que ta petite personne va s'empresser de rattraper. » Ce jour-là, j'ai reçu ma première liste de corvées. Ce n'était pas une liste, c'était un programme de travaux forcés. Laver à la main, à l'eau froide, la totalité du linge de maison, y compris les lourds draps de lit et les couvertures. Frotter chaque latte du plancher avec une petite brosse jusqu'à ce que le bois soit à nu. Polir les quelques couverts en argent hérités de ma grand-mère, des objets que maman ne sortait que pour Noël. Préparer les 3 repas de la journée pendant qu'elle se reposerait, disait-elle, de la fatigue du voyage de mon père. Et bien sûr, entretenir le potager et nourrir les poules. C'était une tâche pour 3 personnes, et j'étais seule. Et Peter, ai-je osé demander, ma voix un fil tremblant. Qu'est-ce qu'il va faire? Un sourire mauvais a étiré ses lèvres. Oh, ne t'inquiète pas pour Peter. Il aura ses propres occupations. J'ai des projets pour lui. Il faut bien forger le caractère d'un garçon. Je n'ai compris le sens de ces mots que le lendemain matin. J'étais à genoux, les mains plongées dans l'eau glacée de la bassine à linge, quand je l'ai vu par la fenêtre. Peter. Mon petit Peter de 7 ans luttait pour porter 2 seaux d'eau, presque aussi grands que lui. Il revenait du puits, qui se trouvait à près d'un demi-kilomètre de la maison.
Ses petites jambes flageolaient, l'eau débordait et trempait son pantalon court. Chaque fois qu'il s'arrêtait, à bout de souffle, la voix de Gertrude claquait depuis le perron. « Plus vite, garçon! La citerne ne va pas se remplir toute seule. » Une fureur que je ne me connaissais pas a monté en moi. J'ai laissé le linge, j'ai couru dehors, mes mains encore dégoulinantes de savon. « Il est trop petit !» Et je criai, oubliant toute prudence. « Il va se briser le dos !» La gifle est partie si vite que je ne l'ai pas vue venir. La paume de sa main s'est écrasée sur ma joue avec la force d'une pierre. Ma tête a heurté le montant de la porte. Des étoiles ont dansé devant mes yeux et le goût métallique du sang a empli ma bouche. « Rentre finir ton travail !» siffla-t-elle, son visage déformé par la rage. « Ou préfères-tu que je raconte à ton père, quand il téléphonera, à quel point sa fille est devenue rebelle et insolente ?» Le mensonge était flagrant. Il n'y avait pas de téléphone à des kilomètres à la ronde. Mon père ne pouvait pas appeler. Mais à cet instant, la douleur, la peur et la confusion étaient telles que son chantage a fonctionné. L'idée que mon père puisse penser que je causais des problèmes à sa nouvelle femme, à son nouveau bonheur, me terrifiait. Comment pouvais-je détruire la seule lueur qu'il avait retrouvée? Je suis rentrée, chancelante, la joue en feu, et j'ai obéi. C'est ce jour-là que j'ai compris. Nous étions des prisonniers dans notre propre maison, et notre peine allait durer 14 jours. 14 éternités. C'est ainsi qu'a débuté ce que j'appelle, dans le secret de mon cœur, la saison des épines. Chaque jour était une nouvelle blessure, chaque mot une nouvelle épine plantée dans notre chair d'enfant. On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un mensonge. Ce qui ne nous tue pas nous laisse simplement brisés, différents. On apprend à survivre, pas à vivre. La survie est devenue mon seul horizon. Le chapitre suivant est celui de la peur quotidienne, de l'humiliation et de la faim. C'est un chapitre difficile à raconter. Je vous demande, à vous mes gardiens, de ne pas détourner le regard. En vous abonnant, vous m'envoyez un message. Vous me dites « Nous sommes là, Cécilia, racontez. » Votre histoire mérite d'être entendue. Et c'est cette certitude qui me permet de continuer. La peur est un poison. Elle ne fait pas que vous paralyser. Elle dissout votre identité, vous réduit à un simple instinct de survie. Les jours qui ont suivi cette première gifle se sont fondus en une longue et grise routine de labeur et d'humiliation. Pendant que j'étais condamnée aux tâches domestiques, du lever au coucher du soleil, Peter était devenu le jouet de Gertrude. Ses occupations étaient des épreuves de cruauté déguisées en leçons de caractère. Un jour, c'était nettoyer le poulailler, une tâche qu'il devait accomplir sans protection, respirant une poussière âcre qui faisait pleurer ses yeux pendant des heures. Un autre, elle l'envoyait tailler les branches basses du grand chêne avec une hache bien trop lourde pour ses bras d'enfant. Je me souviens d'un après-midi particulièrement étouffant. Elle l'a forcé à grimper tout en haut du vieux plaque minier pour cueillir les fruits les plus mûrs, ceux que les oiseaux n'avaient pas encore atteints. Je le regardais depuis la cuisine, le cœur serré, le voyant osciller sur une branche fine comme un funambule sans filet. Il va tomber. Il va se tuer, ai-je supplié, ma voix à peine un murmure. Assise confortablement sur le perron, dans le fauteuil à bascule qui avait été celui de maman, Gertrude a feuilleté son magazine sans même lever les yeux. « Alors » a-t-elle répondu d'un ton détaché. « Peu, être qu'il apprendra à faire plus attention. » La nourriture est devenue une autre forme de torture. Elle mangeait la première, seule à la grande table, se servant les meilleurs morceaux du plat que j'avais passé des heures à préparer. Ensuite, et seulement ensuite, Peter et moi avions le droit de nous servir des restes. Il n'y en avait jamais assez. Plus d'une fois, j'ai partagé ma maigre portion en deux, la donnant à Peter en prétendant que je n'avais plus faim, juste pour apaiser le grondement de son estomac et l'expression affamée dans ses yeux. C'est la nuit du 5e jour que tout a basculé. Ce fut la nuit de la révélation, la nuit où la peur s'est transformée en autre chose, en fureur, en résolution. Comme souvent, Peter s'était glissé dans ma chambre après que Gertrude se soit endormie, généralement après 1 ou 2 autres verres de whisky. Il tremblait, non de froid, mais de cette peur viscérale qui ne le quittait plus. Ce soir-là, il était différent. Il était silencieux, recroquevillé sur lui-même. Lorsque je me suis approchée pour le réconforter, il a gémi de douleur quand ma main a effleuré son dos. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait » ai-je murmuré, une angoisse glaciale m'envahissant. Lentement, avec des mouvements d'une infinie précaution, il a soulevé sa chemise. Dans la faible lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre, j'ai vu des zébrures,
des lignes rouges et violacées, parallèles, qui couraient sur sa peau fragile. Des marques de cravache, ou peu, être d'une fine branche souple, assez ancienne pour ne plus saigner, assez récente pour être encore enflée et brûlante. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La fille de 16 ans, soumise et effrayée, est morte. À sa place est née une louve. Une rage pure, primitive, a déferlé dans mes veines. J'ai dû me mordre la lèvre jusqu'au sang pour ne pas hurler, pour ne pas courir dans la chambre de cette femme et lui faire subir ce qu'elle avait fait à mon frère. C'est notre secret, a pleuré Peter sans un bruit. Elle a dit que si je te le disais, ou à papa, elle m'enverrait dans une maison de correction où il frappe encore plus fort. Tada! J'ai serré mon frère dans mes bras, en faisant attention à ne pas toucher son dos meurtri. Et dans le silence de cette nuit profanée, je lui ai fait une promesse muette. Cette femme, la femme à la robe à fleurs, ne le toucherait plus jamais. J'allais trouver un moyen. C'est cette nuit-là, assise sur mon lit, veillant sur le sommeil agité de mon frère, que j'ai commencé à construire ce que j'ai appelé le système de l'encre. C'était plus qu'un plan. C'était une bouée de sauvetage, un filin ténu mais solide que j'allais tisser entre mon frère et moi, une ancre pour l'empêcher de sombrer dans l'océan de sa cruauté. Le principe était simple, mais demandait une vigilance de tous les instants. Premièrement, la proximité. Peter devait toujours rester dans mon champ de vision. S'il ne pouvait pas me voir, il devait pouvoir m'entendre. Nous avons inventé un code. Un sifflement court, imitant le chant du cardinal, signifiait « Attention, elle arrive ». 2 sifflements rapides, « Cache-toi tout de suite ». Un sifflement long et mélodieux, « Le danger est passé, tu peux revenir ». Deuxièmement, ne jamais être seul avec elle. S'il était convoqué, il devait prétexter un besoin urgent et venir me trouver immédiatement. Je trouverais un moyen de créer une diversion. Troisièmement, l'anticipation. Je me suis juré de me lever avant l'aube, bien avant elle, pour accomplir les tâches les plus pénibles qu'elle destinait à Peter. Je remplirais les seaux d'eau, je nettoierais le poulailler, je couperais le bois, je voulais lui ôter ses prétextes. Le lendemain matin, avant même que le premier coq ne chante, le système de l'encre a été mis en place. Quand Gertrude est apparue dans la cuisine, les yeux bouffis, elle a trouvé le café déjà prêt, le sol balayé et la moitié de la citerne déjà remplie. Son expression de surprise mêlée de suspicion fut ma première petite victoire. Je n'étais plus une victime passive. J'étais devenue une stratège, une résistante. Notre maison était devenue un territoire occupé, et j'étais le chef d'un réseau de résistance composé de 2 enfants. Mon combat ne faisait que commencer. On ne choisit pas ses batailles. Elle s'impose à nous. La mienne s'est déclarée dans le silence d'une nuit de larmes et de rage. Mais un plan, aussi ingénieux soit-il, ne peut pas tout prévoir. Surtout quand on affronte une ennemie dont on ignore encore les propres démons. Le système de l'encre allait être mis à rude épreuve. Je vous invite à poursuivre. Chaque abonnement est un soutien à ce réseau de résistance que nous avons créé il y a si longtemps. C'est un signe que, même après toutes ces années, nous ne sommes plus seuls. Aidez-moi à honorer la promesse que j'ai faite à mon frère cette nuit-là. Pour qu'un système de défense fonctionne, il faut connaître son adversaire. Pas seulement ses habitudes, mais ses failles, ses peurs, ses blessures secrètes. Mon système de l'encre reposait sur l'anticipation, et pour anticiper Gertrude, je devais apprendre à la lire comme un livre ouvert. Je suis devenue une observatrice obsessionnelle de ses humeurs. J'ai rapidement identifié des schémas. Les matins où elle se levait le visage bouffi et les yeux injectés de sang, probablement à cause du whisky de la veille, sa cruauté était plus explosive, plus imprévisible. Ces jours-là, je déclenchais des diversions préventives. Je renversais accidentellement un sac de farine, ce qui m'obligeait à passer 1 heure à tout nettoyer, gardant ainsi son attention sur moi pendant que Peter pouvait s'éclipser discrètement. Ou bien je mentionnais, d'un air innocent, avoir aperçu un rat près du garde-manger. Sa phobie des rongeurs était telle qu'elle s'enfermait dans sa chambre pour le reste de la matinée. Mais il y avait une faille plus profonde en elle, une que je sentais sans pouvoir la nommer. Elle était liée à son passé, à cette photographie que j'avais touchée, et qui m'avait valu sa fureur. Ce fantôme, cette Clara, était la clé. Mais comment l'atteindre? J'ai alors ajouté une nouvelle dimension à ma stratégie, la manipulation psychologique. C'était une arme dangereuse pour une fille de 16 ans, mais j'étais désespérée. J'ai découvert qu'il y avait une chose que Gertrude aimait plus que de donner des ordres, parler d'elle,
ou plutôt de la version embellie de sa vie d'avant. La vie en ville, les belles robes, les soirées dansantes, un passé probablement largement inventé, mais qui était son refuge. Alors, au moment critique, quand je sentais sa colère monter contre Peter, je posais une question. « Madame, est-ce que c'est vrai qu'à Atlanta, les dames portaient des chapeaux avec de vraies plumes? Ou est-ce que la robe que vous portiez sur la photo de la fête était en soie ?» Cela fonctionnait presque à chaque fois. Son attention déviait. Ses yeux prenaient une lueur lointaine. Elle se lançait dans de longues tirades sur sa splendeur passée, oubliant Peter, oubliant sa colère du moment. C'était un répit gagné au prix de ma propre nausée, car je devais écouter ses mensonges avec un air fasciné. Chaque minute où elle parlait d'elle était une minute où elle ne faisait pas de mal à mon frère. Pourtant, c'est ce passé qui est revenu nous hanter d'une manière inattendue. Un après-midi, alors que je nettoyais sa chambre, j'ai trouvé sous une pile de linge un petit carnet à la couverture de cuir marron, son journal intime. La tentation fut immense, mais la peur de me faire prendre l'était encore plus. J'ai résisté. Mais quelques jours plus tard, une occasion s'est présentée. Gertrude était partie pour la journée dans la ville voisine, une visite chez une cousine dont je doutais de l'existence. La maison était à nous, une journée de liberté. Au lieu de jouer, j'ai couru dans sa chambre. Mon cœur battait la chamade. Je savais que je transgressais un interdit absolu, mais je sentais que les réponses dont j'avais besoin se trouvaient dans ces pages. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le journal. Les premières pages étaient banales, remplies d'observations acrimonieuses sur la vie à la campagne. Et puis, j'ai trouvé les noms, Frank et Clara. Ce que j'ai lu ce jour-là a changé ma perception de la femme que je haïssais. L'histoire, fragmentée, pleine de sous-entendus amers, était celle d'un abandon. Frank, son premier mari, l'avait quitté. Il était parti avec leur fille, Clara, la petite fille de la photo. Il l'avait quittée, selon les mots de Gertrude, après avoir découvert sa nature profonde, ces épisodes de mélancolie noire qui se transformaient en tempêtes de fureur. Elle avait essayé de récupérer sa fille. Il y avait des mentions de procès perdus, de lettres restées sans réponse. La dernière entrée concernant Clara était déchirante. Elle disait que Frank et sa fille avaient déménagé à New York et qu'elle avait perdu leurs traces. « Il m'a volé mon enfant », écrivait-elle. « Il m'a tout pris. » J'ai refermé le journal, le cœur lourd. Je l'ai remis exactement à sa place. Le monstre qui vivait avec nous avait soudain un visage de douleur. La perte de sa fille l'avait transformé en une créature capable d'infliger aux enfants des autres la souffrance qu'elle ne pouvait plus infliger à son propre destin. Cela n'excusait rien. La cruauté restait la cruauté. Mais cela me donnait une nouvelle arme, la plus puissante de toutes, la connaissance. Je savais maintenant où se trouvait sa blessure la plus profonde. Cette découverte n'a pas allégé mon fardeau. Au contraire, affronter un monstre est simple. Mais comment affronte-t-on une femme brisée qui transforme sa douleur en poison? La dynamique dans la maison venait de changer. Et je savais que cette nouvelle connaissance allait me forcer à jouer un jeu encore plus dangereux. Comprendre la source du mal ne le rend pas moins mauvais, mais cela change la manière dont on le combat. J'avais trouvé la faille dans l'armure de Gertrude. Mais utiliser cette connaissance pouvait soit apaiser la bête, soit la rendre encore plus féroce. C'était un pari terrible. Le voyage dans la mémoire humaine est complexe. Il est plein de monstres, mais aussi de fantômes tristes. Si vous acceptez cette complexité, si vous êtes prêt à regarder au-delà du bien et du mal, alors votre place est ici, parmi les gardiens de cette mémoire. Continuez ce chemin avec moi en vous abonnant. Chaque nouvel abonné est une affirmation que l'empathie, même pour nos ennemis, est une forme de courage. La connaissance sans l'action n'est qu'un fardeau de plus. Après avoir lu le journal de Gertrude, je n'étais plus la même. La haine pure que je ressentais s'était teintée d'une nuance étrange, presque inconfortable, une forme de pitié froide. Je savais que je ne pouvais pas continuer à simplement esquiver ses coups. Je devais tenter de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Le système de l'encre devait évoluer. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Peter, mais de manipuler l'environnement émotionnel de la maison. C'est ainsi qu'a commencé ce que j'ai appelé ma danse avec le serpent. Le lendemain matin, j'ai mis en place la première étape. J'ai cueilli une petite marguerite sauvage, une de celles que maman aimait tant. Je l'ai placée dans un verre sur la table du petit déjeuner. Quand Gertrude est arrivée, son regard s'est immédiatement posé dessus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé.
son ton suspicieux. Au lieu de baisser les yeux, comme je le faisais d'habitude, je les regardais calmement. Maman disait toujours qu'une fleur suffisait à illuminer une pièce, ai-je répondu d'une voix neutre. Je me suis dit que ça pourrait vous apporter de bons souvenirs. Le mot souvenir était la clé. Je l'ai vu tressaillir, presque imperceptiblement. Un éclair de douleur a traversé ses yeux avant d'être aussitôt maîtrisé. Elle n'a pas dit merci, mais elle n'a pas jeté la fleur. Elle a rempli le verre d'eau et l'a laissé sur la table. C'était une trêve, une petite victoire. À partir de ce jour, j'ai commencé à semer des graines de perturbation émotionnelle. Je le faisais avec une prudence extrême, comme un démineur. Je ne parlais jamais directement de Clara. C'était trop dangereux. Mais je parlais autour de la blessure. Je pouvais mentionner, en triant les haricots, à quel point Peter était doué pour les chiffres, et ajouter d'un air pensif « Ce serait bien pour un garçon d'avoir une grande sœur pour l'aider avec ses leçons. » Je la regardais alors du coin de l'œil. Je voyais ses mains s'arrêter une seconde, son souffle se suspendre. La douleur était là, juste sous la surface. Parfois, cela la rendait silencieuse et morose pour le reste de la journée, ce qui était un répit pour nous. D'autres fois, cela semblait l'adoucir, comme si le fait d'évoquer la mère que sa propre fille n'avait plus lui rappelait une part d'elle-même qu'elle avait oubliée. J'ai aussi appris à utiliser sa vanité comme un bouclier. Quand je sentais la tension monter, je lui demandais de m'apprendre quelque chose, un prétendu savoir qu'elle seule possédait. « Madame, pourriez-vous me montrer comment vous faites ce pain de maïs si spécial dont vous m'avez parlé, celui que vous faisiez à Atlanta? Haven't you ?» Son visage s'illuminait. Se sentir l'experte, la détentrice d'un secret culinaire, la sortait de sa spirale de ressentiment. Pendant qu'elle m'expliquait la recette avec une autorité retrouvée, Peter pouvait jouer tranquillement dans le jardin, hors de sa ligne de mire. J'apprenais une recette, mais je gagnais surtout une heure de paix. C'était une danse épuisante, un pas en avant, 2 pas en arrière. Je marchais sur une corde raide, au-dessus d'un précipice de fureur. Chaque mot, chaque geste était calculé. C'était un jeu d'échecs psychologique dont l'enjeu était notre sécurité. Mais ce jeu a eu un coût. Pour apaiser le monstre, je devais lui parler, interagir avec lui, le regarder en face. Je devais feindre une forme d'intérêt, voire de complicité. Une partie de moi se sentait sale. J'avais l'impression de trahir la mémoire de ma mère en essayant de comprendre la femme qui avait pris sa place. J'avais l'impression de trahir Peter en utilisant la perte de sa propre fille comme un outil. Un soir, alors que j'étais seule dans ma chambre, j'ai fondu en larmes. Non pas à cause de la fatigue ou des humiliations, mais à cause de la personne que j'étais en train de devenir. Une manipulatrice de 16 ans. J'avais peur de perdre mon âme dans cette danse. Pourtant, le lendemain matin, en voyant Peter rire doucement en jouant avec une coccinelle, un rire que je n'avais pas entendu depuis des semaines, j'ai su que je n'avais pas le choix. J'ai séché mes larmes et j'ai remis mon masque de calme et de soumission stratégique. La survie de mon frère valait bien une partie de mon innocence. Mon système fonctionnait. Il était fragile, précaire, mais il nous maintenait à flot. J'avais l'impression d'avoir apprivoisé la bête, ou du moins d'avoir appris à anticiper ses morsures. Mais j'avais oublié une chose essentielle. Un animal blessé est imprévisible. Et la plus grande blessure de Gertrude n'avait pas encore été ravivée. Le coup le plus dur était encore à venir. On dit parfois que la nature reflète l'état de nos âmes. Je n'y avais jamais cru jusqu'à ce jour-là, la veille du retour de mon père. Mon système de l'encre, ma danse avec le serpent, tout mon édifice fragile de stratégie et de manipulation tenait depuis près d'1 semaine. Nous avions atteint une sorte d'équilibre précaire, un armistice tacite où les journées étaient longues et sans joie, mais supportables, sans violence physique. C'était tout ce que je demandais. Je comptais les heures, plus que 24 heures à tenir. Mais l'orage qui couvait en Gertrude depuis des semaines semblait avoir appelé celui qui se formait dans le ciel. Dans l'après-midi, l'air est devenu électrique. Le ciel a pris une teinte de plomb. Les oiseaux se sont tus. Une lourdeur anormale s'est installée, et avec elle, une tension palpable dans la maison. Gertrude était nerveuse. Elle arpentait le salon, lissant sa robe, arrangeant des objets déjà parfaitement à leur place. L'arrivée imminente de mon père semblait l'agiter profondément. Ce n'était pas de l'excitation amoureuse, c'était de l'anxiété. L'anxiété de la comédienne qui doit remonter sur scène après un long entracte. Le dîner fut silencieux.
seulement ponctuée par les premières gouttes de pluie qui commençaient à frapper les vitres et le grondement lointain du tonnerre. Peter ne toucha presque pas à son assiette. Je remarquai que ses joues étaient plus rouges que d'habitude, mais je mis cela sur le compte de la chaleur moite qui précédait l'orage. Il demanda la permission de quitter la table, sa voix plus basse que d'habitude. Gertrude, trop absorbée par ses propres démons, fit un vague signe de la main pour l'autoriser. Je me suis dépêchée de faire la vaisselle, une boule d'angoisse au creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement l'orage qui me rendait nerveuse. C'était un sentiment, une intuition que notre trêve touchait à sa fin. Quand je suis enfin montée dans sa chambre, la pluie tombait à verse, un rideau d'eau qui isolait notre maison du reste du monde. Il était déjà au lit, enroulé dans ses couvertures, malgré la chaleur. « Cécilia » murmura-t-il. « Je me sens bizarre. » J'ai posé ma main sur son front. Le contact m'a brûlé. Il était en proie à une fièvre violente. En 1953, dans une ferme isolée, une forte fièvre chez un enfant n'était pas une simple maladie. C'était un ennemi mortel. Sans médecin à proximité, sans antibiotiques, une grippe pouvait se transformer en pneumonie foudroyante en une nuit. C'était la maladie qui avait emporté ma mère. La panique, une panique froide et paralysante, s'est emparée de moi. « Ne t'inquiète pas », lui ai-je chuchoté, essayant de maîtriser le tremblement de ma propre voix. « Je vais te préparer quelque chose. » Je suis descendue à la cuisine sur la pointe des pieds. Gertrude s'était assoupie dans le fauteuil du salon, un verre de whisky vide à ses côtés. Sa présence endormie était à la fois un soulagement et une menace latente. J'ai préparé une tisane de feuilles d'oranger, un des remèdes de maman. J'ai pris une bassine d'eau fraîche et des linges propres. Pendant près d'1 heure, j'ai lutté seule contre le feu qui dévorait mon frère. J'appliquais des compresses sur son front, sur sa nuque. Je lui faisais boire la tisane goutte à goutte. La fièvre semblait baisser légèrement, puis elle revenait, plus forte, plus agressive. Vers 10 heures du soir, il a commencé à délirer. Il parlait dans le vide, appelait maman, ses petits membres secoués de frissons. La terreur m'a submergée. Les remèdes de bonne femme ne suffiraient pas. Le médecin habitait à près de 20 kilomètres. Avec cette tempête, les routes de terre devaient être des torrents de boue. C'était impossible. Il n'y avait qu'une seule option, une option que tout mon être refusait. Je devais la réveiller. Je suis retournée au salon, le cœur battant à me rompre la poitrine. Elle dormait profondément, son visage étrangement paisible dans son sommeil alcoolisé. Une ironie cruelle. « Madame » ai-je appelé doucement, en la touchant à l'épaule. « Madame, je dois vous parler. » Elle s'est réveillée en sursaut, ses yeux hagards avant de se fixer sur moi avec leur froideur habituelle. « Qu'est-ce que tu veux à cette heure ?»« C'est Peter, » ma voix s'est brisée. « Il est très malade. Il a une fièvre terrible. Il faut un médecin. » Elle a soupiré avec impatience. « Ce n'est qu'une fièvre d'enfant. Donne-lui du thé et demain matin, il n'y paraîtra plus. » J'ai déjà essayé, et je criais, oubliant toute ma stratégie. « La fièvre monte, il délire. S'il vous plaît, nous devons faire quelque chose. » Quanto dit. Quelque chose dans mon ton, une panique pure et sans filtre, a dû l'alerter. Elle s'est levée et m'a suivi jusqu'à la chambre de Peter. En voyant l'état de mon frère, son petit visage congestionné, son corps secoué de tremblements, son expression a changé. Pour la première fois, j'ai vu non pas de la contrariété, mais une lueur d'inquiétude presque authentique. Elle a posé sa main sur son front, et son visage s'est durci. « Ton père me tuerait s'il arrivait quelque chose au garçon », a-t-elle marmonné, plus pour elle-même que pour moi. Et c'est à cet instant précis que le cauchemar a atteint son paroxysme. Le petit corps de Peter s'est arqué sur le lit, ses yeux se sont révulsés, et un gémissement rauque s'est échappé de ses lèvres. Il était en pleine convulsion. « Mon Dieu !» s'est exclamée Gertrude en reculant, un effroi superstitieux dans le regard. À cet instant, la fille de 16 ans, la stratège, la danseuse de serpents, a disparu. Il ne restait qu'une sœur terrifiée. J'ai hurlé, un cri venu du plus profond de mes entrailles, un cri de pure terreur. « Faites quelque chose, il va mourir. » La peur a ceci de terrible qu'elle nous dépouille de tout, de notre intelligence, de notre courage, de nos stratégies. Face à la mort possible de mon frère, je n'étais plus rien. Mon système de l'encre avait rompu. J'étais à la dérive, dans la nuit la plus noire de ma vie. Et c'est dans cette obscurité totale que quelque chose d'absolument imprévisible allait se produire.
Ce qui s'est passé ensuite a changé non seulement le cours de cette nuit, mais le cours de ma vie entière. Pour le comprendre, il faut accepter que l'être humain est pétri de contradictions. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache derrière le masque du monstre? Votre abonnement est plus qu'un clic, c'est un acte de foi. La foi que même dans la nuit la plus sombre, une lueur peut jaillir. Rejoignez les gardiens de ma mémoire. Nous allons affronter cette nuit ensemble. Mon cri a déchiré le silence de la maison. Il était plein de l'impuissance et de la terreur d'un enfant face à l'incompréhensible. Face à la convulsion de Peter, le corps de mon petit frère secoué de spasmes violents, j'ai cru que tout était fini. C'est à ce moment, au point le plus bas de mon désespoir, que s'est produit ce que j'appelle aujourd'hui la grâce de minuit. La femme qui avait reculé d'horreur s'est soudainement immobilisée. Son visage, auparavant déformé par la peur, s'est métamorphosé. Une expression de détermination froide, presque professionnelle, a chassé la panique. Le masque de la marâtre cruelle est tombé, mais ce n'est pas le vide que j'ai vu, c'était autre chose. C'était une compétence, une autorité née d'une expérience oubliée. Arrête de crier et rends-toi utile. Sa voix a claqué, nette et précise, coupant à travers le bruit de l'orage. Découvre-le. Il faut faire tomber cette fièvre, et vite. Abasourdi, je suis resté figé une seconde. Maintenant, a-t-elle ordonné en retroussant les manches de sa blouse, apporte-moi plus d'eau froide, des linges propres, et la bouteille d'alcool à friction qui est dans l'armoire de la salle de bain. Ah, ces ordres étaient si clairs, si impérieux, que j'ai obéi sans réfléchir. Je suis sorti en courant de la chambre, mes jambes tremblantes, mon esprit vidé. Quand je suis revenu, Gertrude avait déjà retiré la chemise trempée de sueur de Peter et ne lui avait laissé que son short. Elle était en train de lui appliquer des compresses froides sur des points précis de son corps, le cou, les aisselles, l'aine. Elle bougeait avec une efficacité redoutable. Ma mère était sage femme, a-t-elle expliqué sans que je ne demande rien, tout en mélangeant de l'alcool à l'eau dans la bassine. Son ton était neutre, factuel. J'ai vu des dizaines d'enfants avec des fièvres de cheval. Le plus important est d'empêcher une autre convulsion. Pendant les heures qui ont suivi, le monde extérieur a cessé d'exister. L'orage pouvait bien démolir la maison, je ne l'entendais plus. Ma réalité s'était rétrécie à cette petite chambre, à la lueur vacillante de la lampe à pétrole et à cette trêve improbable. Nous avons travaillé côte à côte, dans un silence tendu, unis par un seul et même objectif, sauver Peter. Je changeais les compresses, elle les imbibait. Elle a préparé une infusion d'herbes à l'odeur amère, des plantes qu'elle gardait séchées au fond de sa valise. C'est une vieille recette indienne, a-t-elle dit. Ouvre-lui doucement la bouche. Yao, j'ai vu une facette de cette femme que je n'aurais jamais pu imaginer. Je l'ai vu masser les jambes de Peter pour calmer ses crampes. Je l'ai entendu murmurer des mots apaisants quand il appelait maman dans son délire. Ce n'était pas de la comédie. C'était un savoir-faire, un instinct profondément enfoui qui refaisait surface. Vers 3 heures du matin, alors que la pluie commençait enfin à se calmer, elle a parlé. Sa voix était basse, presque brisée. Clara avait des fièvres comme ça. Le nom est tombé dans le silence de la chambre comme une pierre dans un puits. J'ai retenu mon souffle, peur de briser ce moment de vulnérabilité si fragile. « Ma fille » a-t-elle continué, son regard perdu dans le vide. Elle a failli mourir. Une nuit comme celle-ci. J'étais seule. Son père, il n'était jamais là. Elle s'est interrompue. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de tremper un linge dans l'eau fraîche. Je ne sais plus comment être une mère, a-t-elle avoué dans un souffle à peine audible. Le jour où Franck m'a pris Clara, quelque chose s'est cassé en moi, pour de bon. À cet instant, la lune a percé les nuages, jetant une faible lumière argentée à travers la fenêtre. J'ai vu son visage. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je ne voyais plus la femme à la robe à fleurs. Je ne voyais plus le monstre. Je voyais une femme dévastée par le chagrin, une femme dont la douleur avait aigri l'âme au point de la transformer en poison. La cruauté n'était que le symptôme. La maladie, c'était la perte. Vers 5 heures du matin, la bataille a été gagnée. La fièvre de Peter a finalement cédé. Sa respiration est devenue calme et régulière. Sa peau, auparavant brûlante, était maintenant juste tiède. La couleur revenait sur son visage. « Il va s'en sortir », a déclaré Gertrude en se relevant avec effort, le dos raide après des heures passées à genoux. La crise est passée. Nous avions passé la nuit entière ensemble.
unis. Mais qu'est-ce que cela signifiait? La femme qui m'avait giflé était la même qui venait de sauver mon frère. L'aube se levait, et avec elle, le son lointain du sifflet du train. Mon père arrivait. Il allait retrouver sa maison changée, d'une manière qu'il ne pourrait jamais comprendre. Cette nuit-là, quelque chose de fondamental a basculé. Pas seulement pour Peter, mais entre Gertrude et moi. La haine était toujours là, la méfiance aussi, mais elle n'était plus seule. Une autre chose, fragile et incertaine, était née dans le feu de l'épreuve. Comment nommer cette chose? La reconnaissance, le respect, l'humanité partagée, le retour de mon père allait sceller ce nouvel équilibre précaire. Notre histoire était loin d'être terminée. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à ce point de mon récit, c'est que vous comprenez que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est la leçon de la grâce de minuit. Pour découvrir comment cette nuit a redéfini notre avenir, pour voir comment les cicatrices peuvent commencer à se transformer, je vous invite à rester. Votre abonnement est le signe que vous êtes prêt à explorer les zones grises de l'âme humaine. Et c'est là que se trouve la vérité. Le retour de mon père, ce matin-là, fut l'un des moments les plus étranges de ma vie. Je le voyais descendre du train depuis la fenêtre, son visage fatigué s'illuminant à la vue de notre maison. Il revenait, plein d'espoir, ignorant tout du drame qui s'était joué en son absence. Il s'attendait à retrouver la comédie du bonheur qu'il avait laissée. Et c'est exactement ce que Gertrude lui a offert. Quand elle est allée à sa rencontre, elle avait déjà revêtu son costume. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Elle portait une robe fraîchement repassée. Le fantôme de la femme épuisée et éplorée de la nuit avait totalement disparu. J'ai observé de loin leur étreinte, la façon dont elle a pris sa valise avec un air de dévouement parfait. C'était une performance magistrale. Pendant un instant, une seule seconde, j'ai eu l'envie de tout détruire, de courir vers mon père, de lui raconter les corvées, les humiliations, les coups, la faim, d'ouvrir les vannes et de laisser le torrent de vérité tout emporter. Mais ensuite, mon regard s'est posé sur Peter, endormi et en sécurité, et j'ai su que je ne pouvais pas, non pas pour protéger le bonheur de mon père, mais pour protéger la paix fragile que nous venions de gagner. Un scandale, une confrontation, aurait fait exploser cette maison. Et dans l'explosion, qui sait ce qu'il serait advenu de nous? Quand mon père est entré dans la chambre, son visage s'est décomposé en voyant la pâleur de Peter. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une petite fièvre, a répondu Gertrude d'une voix douce et rassurante, arrivée silencieusement derrière lui. Mais nous nous en sommes bien occupés. N'est-ce pas, Cécilia? Cécilia a été infatigable. J'ai levé les yeux vers elle, surprise par cet éloge inattendu. Nos regards se sont croisés. Dans cet échange muet, un pacte a été scellé, un pacte de silence. Elle ne parlerait pas de ma rébellion, je ne parlerai pas de sa cruauté. La nuit de la fièvre était devenue notre secret commun, une ancre étrange qui nous liait autant qu'elle nous séparait. Les jours et les mois qui ont suivi furent ceux d'une paix armée. La violence physique a complètement cessé. La saison des épines était terminée. Mais la maison restait un champ de mines émotionnelles. Gertrude demeurait une femme froide, distante et contrôlante. Mais il n'y avait plus de haine active dans ses gestes. C'était comme si la nuit de la fièvre avait épuisé sa réserve de venin, ou peut-être, lui avait rappelé trop douloureusement ce que signifiait la peur de perdre un enfant. Peter a pu retourner à l'école. J'ai eu l'autorisation de travailler à temps partiel à l'épicerie du village, ce qui était pour moi une bouffée d'air frais, une évasion de l'atmosphère pesante de la maison. C'est là que j'ai retrouvé une amie d'enfance, Sophie, qui m'a encouragée à poursuivre mes études. L'idée de partir, de m'instruire, de devenir quelqu'un est devenue ma nouvelle ligne de survie. Parfois, dans ces moments de plus grande vulnérabilité, généralement le soir après un verre de whisky, Gertrude parlait de Clara. Elle ne s'adressait pas à moi directement. Elle parlait dans le vide, partageant des anecdotes, des souvenirs de sa fille. C'était sa façon de la maintenir en vie, et j'écoutais. Au début par stratégie, puis, avec le temps, avec une forme de compassion distante, je comprenais que chaque histoire de Clara était une clé pour déchiffrer la femme brisée qui se cachait derrière la femme à la robe à fleurs. Nous n'avons jamais été amis. Nous n'avons jamais partagé la moindre affection, mais une forme de respect mutuel, née de la reconnaissance de nos douleurs respectives, s'est installée. Elle savait que je connaissais son secret, et je savais qu'elle était consciente de la profondeur de la blessure qu'elle nous avait infligée. Des années plus tard,
quand j'ai annoncé que j'allais partir en ville pour l'école normale, elle n'a pas protesté. Elle m'a simplement regardé et a dit « Tu as l'esprit vif. Ce serait du gâchis de ne pas l'utiliser. » C'était sa façon de donner sa bénédiction, sa façon de reconnaître que j'avais gagné ma liberté. Mon père et elle sont restés mariés jusqu'à sa mort, en 1968. Le soir de la veillée, je l'ai trouvé seul sur le perron, regardant les étoiles avec une expression d'une solitude absolue. Avant de quitter définitivement Pineville pour rejoindre sa sœur à Boston, elle m'a remis un paquet. C'était son journal intime. « Pour que tu n'oublies jamais », m'a-t-elle simplement dit. Je ne l'ai ouvert que des semaines plus tard. Dans les dernières pages, écrites après mon départ, j'ai trouvé sa confession. Une confession qui m'a glacé le sang. Quand je suis arrivée dans cette maison, écrivait-elle, j'ai vu en Peter l'enfant que j'avais perdu et en Cecilia la rivale qui pouvait me voler l'affection de mon nouveau mari. J'ai transformé ma propre douleur en poison et j'ai failli détruire 2 innocents. Je ne mérite pas le pardon. Mais peu, être qu'un jour, ils comprendront que le monstre qu'ils ont vu n'était pas moi. C'était ma souffrance qui portait ma peau. Ces mots ne l'ont jamais excusé. Mais ils m'ont permis de comprendre. Et comprendre, ce n'est pas pardonner. C'est simplement desserrer l'étau autour de son propre cœur. C'est se libérer soi-même. La paix n'est pas venue de l'oubli, mais de la perspective. Mon histoire avec Gertrude s'est terminée là. Mais l'histoire de l'impact qu'elle a eu sur ma vie ne faisait que commencer. La question n'était plus comment survivre à Gertrude, mais que faire de ses cicatrices. La réponse à cette question a défini tout le reste de mon existence. Il ne reste qu'un chapitre à mon récit, le plus important. Celui qui explique pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je vous demande, mes gardiens, un dernier effort. Restez pour la conclusion. C'est là que les blessures trouvent enfin leur sens. Votre présence jusqu'au bout est la preuve que la mémoire, même douloureuse, peut devenir une source de lumière. On ne se remet jamais complètement d'une épreuve comme la saison des épines. Les cicatrices restent. Mais avec le temps, on apprend qu'une cicatrice n'est pas seulement la marque d'une blessure. C'est aussi la preuve qu'on a guéri. La question qui m'a hantée pendant des années n'était pas pourquoi, moi, mais qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Les mots de Gertrude dans son journal, c'était ma souffrance qui portait ma peau, ont résonné en moi pendant des décennies. J'ai compris que les personnes blessées blessent les autres. C'est une chaîne tragique de la douleur qui se transmet de génération en génération. J'ai décidé que cette chaîne, avec moi, s'arrêterait. En 1975, alors que j'étais moi-même mariée et mère de 2 enfants, j'ai appris la mort de Gertrude dans une maison de retraite à Boston. Je n'ai ressenti ni tristesse, ni soulagement, juste le sentiment qu'un chapitre était définitivement clos. La même année, j'ai fondé le premier foyer d'accueil pour enfants maltraités de notre région. J'ai utilisé l'argent de la vente de la maison de mes parents. Peter, devenu un pédiatre respecté, revenait tous les mois pour offrir des soins gratuits. Mon amie Sophie m'a aidé à monter toute la structure administrative. Ce foyer est devenu l'œuvre de ma vie. Tout ce que j'y ai mis, je l'avais appris dans le feu de l'épreuve. Le système de l'encre, ce plan désespéré que j'avais conçu pour protéger mon frère, est devenu une méthodologie. J'ai formé des dizaines d'éducateurs à reconnaître les signes de détresse chez un enfant, à créer un environnement sécurisant, à reconstruire la confiance d'une âme brisée. J'ai appris à mes équipes à ne pas seulement regarder les bleus sur le corps, mais à déceler les blessures invisibles dans le regard. Quand un jeune journaliste m'a demandé, lors de l'inauguration, ce qui m'avait motivé, j'ai simplement regardé mes mains. J'ai souri et j'ai dit « parce que j'ai appris que les pires cicatrices sont celles que personne ne peut voir. Et j'ai aussi appris que même les personnes les plus brisées peuvent être réparées, avec de la patience et de la compréhension. » Quincy. Pour chaque enfant qui passait la porte de notre foyer, je voyais un peu de Peter, 7 ans, tremblant de peur dans la remise à outils. Je voyais un peu de moi-même, à 16 ans, cherchant désespérément une stratégie pour survivre. Et je leur offrais ce que nous n'avions pas eu, un refuge, une écoute, une ancre solide à laquelle s'accrocher. Aujourd'hui, à 88 ans, quand je regarde en arrière, je ne vois plus seulement la douleur. Je vois un chemin. La cruauté de Gertrude, née de sa propre souffrance, a paradoxalement semé en moi les graines de ma vocation. La grâce de minuit, cette nuit où j'ai vu l'humanité derrière le monstre, m'a enseigné la leçon la plus importante de toutes. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces. Voilà, mes gardiens de la mémoire.
Vous connaissez toute l'histoire d'une cicatrice qui est devenue une vocation. Si ce récit a trouvé un écho en vous, ce n'est pas seulement parce qu'il est triste, c'est parce qu'il parle de la résilience de l'esprit humain. Il nous dit qu'aussi sombre que soit la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Il nous dit que nos blessures ne doivent pas nous définir, mais qu'elles peuvent, si nous le choisissons, devenir notre plus grande force, notre plus grand dessein. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Ce fut un long voyage. Savoir que vous étiez là, à l'écoute, a allégé le poids de ces souvenirs. C'est la fin de mon histoire, mais peut être le début de votre propre réflexion. Si vous avez vos propres cicatrices, sachez que vous n'êtes pas seul. La guérison commence par le partage. La force vient de la transformation de la douleur en objectif. Merci d'avoir été les gardiens de ma mémoire. Si ces récits qui explorent la profondeur de l'âme humaine vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Il y a tant d'autres histoires qui méritent d'être racontées, tant d'autres voix qui attendent d'être entendues. Que votre chemin soit éclairé.